Alors voilà, merci d'être revenu dans la salle. On va procéder. Je pense que quelques personnes vont nous rejoindre, mais on veut vraiment avoir cette dernière heure de discussion générale. Alors, on essaie de conclure cette première journée de votre 9e édition des Journées d'études des comités d'éthique de la recherche et de leurs partenaires, à l'aide de plusieurs personnes et d'autant d'éclairages sur la question qui a toute la journée été l'objet de nos préoccupations. Alors, l'accès aux données, bien sûr. Alors, on veut discuter autant des enjeux que des solutions à imaginer ou à implanter carrément pour en arriver à une utilisation éthique et responsable des données de santé en recherche. Alors, autrement dit, comment faciliter et bien encadrer l'accès aux données de santé pour la recherche tout en protégeant les renseignements personnels? Est-ce qu'un tel équilibre est possible? Et si oui, à quelles conditions? Alors, je vais inviter les panélistes à s'approcher l'un ou l'une après l'autre et je vais vous demander, messieurs, madame, de vous présenter très rapidement et de dire en quelques mots quel est pour vous l'enjeu principal dans tout ce débat complexe, on l'a dit. Alors, je commence avec madame Diane Poitras. Madame Poitras, vice-présidente de la Commission d'accès à l'information depuis 2012, actuellement présidente dans les faits de la Commission. Alors voilà, à vous la parole pour une première intervention. Merci. J'ai l'honneur de briser la glace. Je vais plonger dans le vif du sujet puisque nous n'avons que 2 minutes et je voudrais respecter ce temps. Dans un premier temps. Alors, évidemment, le point de vue que j'ai à vous présenter comme vice-présidente de la Commission d'accès à l'information, l'organisme chargé de la promotion et de la surveillance de la protection des renseignements personnels au Québec et celui des enjeux de protection des renseignements personnels. Vous ne tombez pas en bas de votre chaise, j'en suis sûre. Mais ça ne veut pas dire que la Commission est insensible aux autres enjeux d'accès aux données pour les projets de recherche, comme les délais, les multiples paliers d'autorisation, les données détenues par plusieurs ministères et organismes, la qualité des données, etc. Un point que je tiens à faire, pour la Commission, il est clair que la légitimité de l'utilisation secondaire des données à des fins de recherche est reconnue dans la législation actuellement, comme elle est reconnue dans plusieurs législations à travers le monde, et la Commission ne remet pas cette légitimité en question. L'enjeu principal pour la protection des renseignements personnels actuels au Québec, c'est le cadre légal actuel qui est désuet, qui est vieux de plus de 35 ans et qui n'est clairement pas adapté au contexte de recherche actuel, ni aux enjeux de protection des renseignements personnels que ce nouveau contexte soulève, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies. Certains de ces enjeux ont été abordés ce matin, notamment par l'utilisation d'intelligence artificielle ou des mégadonnées. Au sujet de l'utilisation de ces nouvelles technologies, je tiens à le souligner, la Commission, comme je l'ai mentionné, certes, ces nouvelles technologies soulèvent des enjeux, des nouveaux enjeux de protection des renseignements personnels, mais elles offrent aussi parfois des solutions pour offrir une meilleure protection des renseignements. Nous sommes convaincus que l'on peut mettre en place un cadre législatif qui permet d'améliorer à la fois l'accès aux données à des fins de recherche et la protection des renseignements personnels. Plusieurs solutions mises en place dans d'autres provinces ou pays le confirment. On peut améliorer simultanément ces deux aspects et non seulement l'un au détriment de l'autre. Ces deux objectifs sont dans l'intérêt public au sein d'une société démocratique et comme le mentionne l'OCDE, la confiance du public à l'égard de la protection des renseignements personnels, de leurs renseignements, surtout les renseignements de santé, doit être préservée, incluant dans le contexte de leur utilisation des fins de recherche, afin de maintenir cette légitimité d'accès et d'utilisation secondaire. Merci beaucoup, Maître Poitras. Alors voilà, on retient entre autres cette idée qu'il est urgent de moderniser et d'adapter le cadre légal québécois. Nous entendrons maintenant Maître Noémie Ayotte, avocate au ministère de la Justice, qui a livré ce matin un atelier, une présentation en atelier sur les mêmes questions. Alors, ce que Mme Poitras vient de dire ne vous étonne pas. Je pense que vous êtes bien d'accord. Maître Ayotte, c'est à vous. Merci, Mme Guénette. Donc, Naomi Ayotte, certains m'ont vu ce matin, comme l'a dit Mme Guénette, à l'atelier que j'ai donné sur les mégadonnées et l'intelligence artificielle. Alors, moi, pour ma part, ça fait 13 ans maintenant que je pratique le droit dans l'appareil gouvernemental. J'ai fait de ces 13 années-là une dizaine d'années aux affaires juridiques du ministère de la Santé. Donc, c'est un domaine que je connais bien. Puis, si je peux me permettre, pour moi, l'enjeu, je trouve qu'il est important d'adresser, c'est la définition de ce qu'est un renseignement personnel en tant que tel, parce qu'on
effectivement, il faut penser à la protection des données et tout ça, mais je pense qu'il y a un enjeu aussi avec les technologies qui existent maintenant. Il y a moyen d'en arriver à des données anonymisées ou dépersonnalisées qui pourraient peut-être être mieux utilisées. Donc, il y a cet aspect-là que je trouve qui est important. Puis, il y a aussi le fait probablement d'être en mesure de mettre en commun l'information gouvernementale, donc celle qui est détenue par les différents ministères et organismes, mais sans avoir à utiliser des identifiants personnels ou des identifiants sensibles. Donc, à mon sens, encore une fois, avec la technologie là où elle est rendue, il y a sûrement moyen qu'on soit plus uniforme au sein du gouvernement, puis qu'un individu qui est identifié dans un système soit identifié de la même façon dans tous les systèmes. De cette façon-là, on serait probablement en mesure là, de faire des échanges plus sécuritaires ou plus facilement. Donc, un numéro d'identité unique. Quelque chose comme ça, qui existe par ailleurs au niveau du dossier Santé Québec. C'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est pas quelque chose qui existe à la grandeur du gouvernement. Puis même à la minute qu'on sort d'un dossier d'usager puis qu'on essaie d'aller au niveau des banques médico-administratives, ben c'est là qu'on a besoin d'utiliser les renseignements personnels pour être capable de mettre ces informations-là ensemble. Merci, Maître Ayotte. Merci à vous. Madame Patricia Caris, directrice générale adjointe à l'Institut de la statistique du Québec. On vous entendait ce matin. Vous revenez pour les échanges. Madame Caris, pour vous, l'enjeu principal? Alors, pour moi, l'enjeu principal, c'est de disposer d'un mécanisme gouvernemental, je dirais quasi permanent, permettant d'avoir un forum de discussion pour faire évoluer toute la question, à la fois du législatif, mais également des processus, des façons de faire. Dans le monde de la donnée, parce que ce matin, on en a parlé, cet après-midi aussi, on a différents types de données. Dans le cas des agences statistiques, par exemple, c'était un univers très bien régulé, parce qu'on savait tout à fait quoi faire avec les données, on savait comment les collecter, qu'est-ce qu'on faisait avec. On pourrait avoir une longue discussion sur les caractéristiques des données d'aujourd'hui, les données massives, comment on les utilise, comment on les traite. Mais je pense que, quelles que soient les discussions qu'on aura ici, pour faire évoluer dans un contexte de mouvance extrême avec l'arrivée du numérique, on a besoin d'une plateforme gouvernementale qui met en lien les enjeux à la fois de recherche, les enjeux des utilisateurs, des citoyens, et je pense que le côté exploration de ce qui se passe ailleurs ne peut être mis de côté. Par exemple, on a parlé de la rentabilité des données. En France, par exemple, on parle de patrimoine de données qui est considéré comme une recherche nationale, comme une richesse nationale. Il y a là peut-être des leçons à tirer. Je pense que le gouvernement ne peut pas faire l'économie dans le monde actuel de se donner les moyens d'une réflexion et d'une réflexion qui coordonne les façons de travailler avec la donnée. Au moyen d'un mécanisme gouvernemental permanent dédié à cette fin. Qui évolue en fonction de ces paramètres-là, parce qu'on ne fait que commencer à en discuter. Merci, Madame Caris. Merci. Je vous invite à joindre vos collègues de discussion. Madame Alexandra Obadia, directrice générale de Cartagène, la biobanque populationnelle du Québec. Madame Obadia, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous sommes à Cartagène des fournisseurs de données, c'est-à-dire que nous avons collecté des données sur une cohorte longitudinale de 43 000 personnes et donc nous fournissons ces données. Nous avons mis sur pied un système pour protéger la confidentialité et la sécurité, dont je pourrais parler un peu plus tard. Par contre, nous avons aussi des enjeux d'accès aux données quand il s'agit de données médico-administratives, c'est-à-dire que nos participants ont consenti à ce qu'on accède à leurs données détenues par le gouvernement. Par contre, on a toujours eu des enjeux à ce niveau-là et je suis entièrement d'accord avec ce que Mme Poitras a dit. Nous avons un système qui est un peu archaïque et qu'il faut adapter et on ne fait pas la distinction entre les participants ou les sujets qui ont consenti et ceux qui n'ont pas consenti, pour plusieurs raisons. Et à l'heure actuelle, comme beaucoup de chercheurs, avec le transfert à l'ISQ, nous sommes complètement bloqués, étant donné notre système. Donc, voici les enjeux en ce qui nous concerne. Merci. Donc, vous plaidez pour une plus grande ouverture, un accès plus facile aux données qui relèvent du gouvernement. Surtout quand il s'agit de personnes qui ont consenti à cet accès. D'accord. Merci. Merci à vous.
J'invite maintenant M. Sébastien Gams, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique des données massives et professeur au département d'informatique de l'Université du Québec à Montréal, entre autres éléments bio. Je vous rappelle que les détails des biographies de tous nos invités sont au site Internet, bien sûr, des journées. M. Gams, s'il vous plaît. Bonjour, donc merci d'abord pour l'invitation. Donc moi, je suis un chercheur en informatique, je travaille sur la protection de la vie privée depuis plus d'une dizaine d'années. Je dirais que les enjeux que je vois avec les données massives, il y en a plusieurs. Donc d'abord, il y avait déjà des risques en termes de vie privée auparavant, mais le fait qu'on ait accès à plus de données, une plus grande diversité, augmente l'impact et les inférences qu'on peut faire sur une personne. Donc un exemple, si vous avez une personne qui porte un bracelet connecté, peut-être que vous allez pouvoir savoir avant la personne qu'elle est enceinte, juste par l'analyse des signaux. Aussi, on met en avant l'anonymisation souvent comme une façon de pouvoir partager les données. Dans la communauté de vie privée, on a énormément d'exemples d'anonymisation qui ont été brisés et très peu de cas qui marchent. Sur la longue durée, il n'y a pas de méthodes qui sont universelles, donc en fonction du type de données, vous allez devoir changer la méthode. Et souvent, il vaut mieux être sur un principe de précaution. Si vous avez ouvert des données qui ont été mal anonymisées, même si vous vous rendez compte une journée plus tard qu'il y a un problème dans ces données-là, il y aura sûrement des copies qui sont déjà faites aux quatre coins du web. Et en plus, ce qu'on voit émerger, c'est d'autres enjeux éthiques qui sont liés, par exemple, à des projets qui arrivent, qui proposent par exemple d'analyser votre orientation sexuelle en fonction de votre visage. Est-ce qu'on a envie d'avoir ce type d'inférence, d'avoir ce type de projet éthique? Aussi des questions de biais, de diversité, d'explicabilité qu'on a mentionnées aujourd'hui. Donc prudence et précaution. Oui, et peut-être une dernière chose, c'est même quand on partage le modèle appris sur les données et pas les données elles-mêmes, on peut avoir des problèmes de vie privée parce qu'il y a des gens qui ont montré qu'on pouvait retrouver une partie des données d'entraînement à partir du modèle. Donc même si on ne partage pas la donnée, mais qu'on partage un produit dérivé de la donnée, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de l'analyse de risque sur les enjeux de vie privée qui sont liés à ce partage du modèle. Merci beaucoup, M. Gams. M. Alexandre Leboutillier, cofondateur d'Imagia et entre autres membre du conseil d'administration du MILA. M. Leboutillier, s'il vous plaît. Merci. Donc, puisque tout est une question de temps, j'ai 2 minutes, je me préoccupe beaucoup du temps. Mon père est décédé du cancer et je pense que si on avait eu à l'époque des techniques d'intelligence artificielle pour diagnostiquer plus tôt et des techniques qui auraient prédit le bon traitement, qui auraient fourni une meilleure réponse, peut-être qu'il serait encore là. Donc, je vois vraiment des opportunités en termes d'intelligence artificielle. On travaille en intelligence artificielle, mais souvent le terme intelligence artificielle est mal connu. Ça, ce n'est pas la problématique que je veux donner aujourd'hui. J'étais dans une conférence, un chercheur a dit « Je vais vous expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle, je vais vous montrer un exemple », mais ce n'était pas de l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui va se résorber par lui-même. Il y a beaucoup d'informations accessibles gratuitement. Ma plus grande préoccupation, c'est, puisque c'est un enjeu, à la fois un enjeu, à la fois une opportunité, on va voir l'apparition de multiples systèmes qui vont partiellement répondre à certains de ces besoins-là. Et ces multiples systèmes, déjà au Canada, on a 14 systèmes de santé, ne seront pas nécessairement interopérables. Donc, on va probablement créer plus de problèmes qu'on va en régler. Donc, il faut vraiment avoir l'interopérabilité en tête. La santé, ce n'est pas juste au Québec, c'est Canada, c'est mondial. Et on a la chance de travailler avec l'Institut de recherche Terry Fox dans un projet pan-canadien qui rassemble 95 membres. Donc, on espère pouvoir en rassembler encore plus pour faire quelque chose d'utile au Canada et d'apporter cet équilibre justement entre l'accès à la donnée et la découverte. Merci, M. Leboutillier. Donc, importance d'harmoniser et d'arriver à plus de cohérence entre services gouvernementaux et gouvernements au Canada et même avec des pays étrangers. Parfait. Et j'invite le dernier invité de cette table ronde, et non le moindre, il était là ce matin pour lancer la journée, M. Pierre Lafleur, sous-ministre adjoint de la coordination, de la planification, de la performance et de la qualité au ministère de la Santé et des Services sociaux depuis 2013 déjà. OK, il me reste finalement 30 secondes après mon titre. Non, ça va, vous avez votre 2 minutes. Merci. Écoutez, pour moi, l'enjeu principal, et je suis d'accord avec tout ce que mes prédécesseurs sont venus dire jusqu'à maintenant, l'aspect légal, l'aspect de l'utilisation éthique, etc., etc. Je suis d'accord avec tout ça. L'enjeu principal de l'accès aux données, à mon sens, à moi, au Québec actuellement, est un enjeu qui était essentiellement un enjeu de débat social et d'acceptabilité sociale. Je pense qu'au Québec, on n'a pas eu ce débat-là depuis 40 ans, depuis 50 ans, et qu'il est temps d'avoir un débat
débat très large au niveau de la société sur l'accès aux données, peu importe quelles sont les données auxquelles on veut avoir accès. Quelle est l'acceptabilité de la population, quelle est l'acceptabilité du citoyen à l'égard et la tolérance du citoyen à l'égard de l'accès à ses propres données par des tiers, à des fins de recherche, à des fins de santé, parce que c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui. Dans tous les pays où j'ai eu l'occasion de regarder ce qui s'est fait au niveau de la donnée, de la gestion de la donnée, vous avez vu l'exemple de la Finlande ce matin, j'ai vu l'exemple de la Grande-Bretagne, l'exemple de l'Australie, l'exemple, entre autres, de nos compatriotes du côté de l'Ontario. Ça a toujours été précédé d'un grand débat de société et il faut amorcer, à mon sens à moi, ce grand débat-là si on veut faire un pas vers une législation qui est mieux adaptée, à mon sens à moi, à la réalité d'aujourd'hui, autant au numérique que là où on est rendu comme société. Voilà. Merci, M. Lafleur. Voilà, je vous invite à rejoindre tout le monde à la table. J'ai envie de commencer. Madame Obadia, vous sembliez dire tout à l'heure qu'il était possible de concilier, que vous le faisiez avec des mécanismes de sécurité des données, la sécurité, justement, la protection des renseignements personnels et l'accès à des données aux fins de recherche. Oui, j'ai préparé une diapo, je ne sais pas si vous l'avez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... vous savez, vous pouvez ne pas tenir le micro, l'éloigner un petit peu même de vous. On a un consentement large et ça a été très controversé quand on a commencé en 2007. Les comités d'éthique, la commission d'accès à l'information étaient assez frileux par rapport à ce consentement large. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des balises pour contrebalancer finalement ce consentement. Alors, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on recrute quelqu'un, on sépare tout de suite ses renseignements personnels de ses données et on appose un code. Et on n'a jamais accès aux renseignements personnels. C'est une unité indépendante qui détient ces renseignements. Maintenant, il y a des codes qui sont alloués et chaque fois qu'un chercheur vient chez nous, on alloue un nouveau code aux données de santé qu'on lui donne. On a aussi mis en place un système d'accès très rigoureux avec un comité scientifique indépendant qui analyse et approuve les recherches. On fait signer un contrat aussi aux chercheurs dans lequel il doit s'engager à détruire les données à la fin du projet, à n'utiliser les données que pour un seul projet. Et il est interdit d'identifier les participants et si jamais il y arrive par mégarde, il doit détruire immédiatement cette information. On parlait ce matin aussi du bien collectif et on a prévu aussi un mécanisme pour que les résultats des recherches soient retournés à Carthagène, donc pour bonifier la banque et pour que ça profite à la population. On est aussi, il y a tout un système de surveillance, notre comité d'éthique nous surveille, on a la commission d'accès à l'information au niveau de la sécurité qui nous surveille, on a déjà fait l'objet de 2 audits. Et ce qui est très important, c'est le consentement éclairé, donc de façon continue, on transmet des informations à nos participants pour leur dire qu'est-ce qu'on fait avec leurs données de façon générale, quels sont les projets qui les ont utilisés, comment est-ce qu'ils ont contribué à améliorer le système de santé. On a aussi un site web, des réseaux sociaux et une centrale d'appel qui est toujours là pour répondre. Je vous arrête, Mme Obadia, parce que voilà un modèle intéressant, oui. Mais je me demande, parlons de cette question de sécurité, là. C'est quand même un des enjeux, ça inquiète les citoyens. On sait qu'il y a eu des brèches cet été encore, évidemment. Je pense qu'on a encore plus d'attention pour cela. Est-ce qu'il y a moyen d'aller, ne serait-ce que par la technologie et l'intelligence artificielle, entre autres, d'aller vers des solutions technologiques pour assurer plus de sécurité? Monsieur Leboutillier. Oui, donc je vais appeler la diapositive numéro 1. Ça a l'air arrangé avec le gars des vues, mais pas à ce point-là, vous allez le voir. Oui, allez-y. Donc, on parle beaucoup de la déclaration responsable en IA de Montréal. Si vous ne l'avez pas signée dans la salle, vous devriez le faire. Prenez conscience des 10 principes. Donc, c'est des principes. Oui. Donc, c'est déjà une première que étape. nous exposait ce matin M. Dillac à l'ouverture de la rencontre. On les voit à l'écran. Travailler. Donc, ça peut être des principes, mais on peut aller une étape plus loin. Et c'est la réflexion qu'on a faite. On a pris un de ces principes-là, qui est justement la protection de la vie privée. Et là, on va aller à la CETAT 2. On peut appliquer certains de ces principes-là par design ou dès la conception du logiciel. Donc, pour éviter que certains de ces principes-là soient violés. Puis là, je ne vais pas les lister, les 7 principes. Donc, prévoir au lieu de réagir après coup. C'est ça. Mais on s'est essentiellement concentré sur un de ces éléments-là, c'est la traçabilité de la donnée. Donc, on veut s'assurer que si un patient retire son consentement, non seulement on efface la donnée, mais on peut effacer aussi un modèle qui aurait appris sur cette donnée-là et réentraîner le modèle sur N-1 données.
tout ça se fait automatiquement dans le cadre d'un projet d'études rétrospectives. Donc là, on s'arrive à, non seulement on respecte le principe, mais on le respecte par design. Monsieur Gams, vous, voilà, spécialiste d'informatique, de ça design. me semble un exemple d'une très bonne alternative respectueuse de la vie privée. Ce qui m'inquiète plus, c'est toutes les idées qui veulent centraliser sur un seul site toutes les données. Donc même si on a un tiers parti de confiance qui est gouvernemental ou une entité indépendante, on a énormément d'exemples de fuite des données qu'on a décentralisées. Donc par exemple en Inde, ils ont voulu créer un registre national de tous les citoyens qui a fini par fuiter. Donc même si vous mettez en place des mécanismes de sécurité importants, si on prend les exemples qu'on a eus cet été de Desjardins, il y a toujours des risques que quelqu'un à l'intérieur puisse éventuellement faire fuiter les données. Donc centraliser les données, je pense que c'est un risque énorme. Il peut y avoir des solutions comme l'apprentissage fédéré ou d'autres alternatives qui offrent une meilleure protection de la vie privée et une meilleure sécurité que de vouloir à tout prix centraliser. Donc si un jour on a un projet où on centralise toutes les données des citoyens du Québec à un seul endroit, de tous les ministères, même si on embauche des gens experts en sécurité informatique, je pense qu'on se met vraiment à risque qu'on ait une fuite de données massive de ces données-là à un moment ou à un autre. Oui. Madame Caris, comme on donne des missions, des mandats aussi importants à l'Institut de la statistique du Québec qui vont dans ce sens d'une centralisation des données. Ils ne vont pas du tout dans le sens d'une centralisation des données. Je m'excuse, c'est pas le bon terme. Non, c'est pas ça. C'est que effectivement, c'est un grand danger. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, une fois qu'on a créé un fichier pour le chercheur, les données qui ont servi à créer le fichier sont détruites. Donc, il n'y a pas de centralisation des données. Mais la réflexion que vous faites, c'est une réflexion qui se fait souvent. Et oui, il y a des mécanismes ailleurs dans le monde qui ont tenté de créer ça. Nous, ce n'est pas du tout vers ça qu'on veut aller. Au contraire, on se méfie beaucoup de ça. On est tout à fait d'avis que c'est quelque chose de dangereux. Par contre, la multiplication des endroits où on a une concentration de données, sans qu'il y ait pour autant de règles du jeu et de mécanismes qui garantissent la sécurité, c'est aussi une multiplication des risques. Donc, il faut trouver des façons, et il y en existe, de sécuriser les données, de sécuriser les environnements où sont travaillées les données et de sécuriser également la question des processus. Et il faut effectivement se rappeler que jusqu'à présent, une grande partie des fuites de données qu'on a pu observer ne sont pas en lien avec les mécanismes technologiques de sécurité, mais bien en lien avec des failles humaines quant au processus dans la gestion, dans l'accès quotidien aux données. Donc, et c'est un peu ça qu'il faut tenter de réguler le plus possible. Tout le monde a, je pense, de bonnes intentions. Je crois que c'est très rare les gens qui n'ont pas conscience de l'importance de la confidentialité, mais les processus ne sont pas tous égaux là-dessus. Oui, oui. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout une centralisation des données, c'est plus le guichet unique, c'est de centraliser les demandes des chercheurs pour les rediriger. Mais vous plaidiez pour un mécanisme permanent de concertation au niveau gouvernemental, si j'ai bien compris. Oui. Donc, on a un besoin de cohérence. Si absolument. On n'a pas discuté de ça parce qu'on est ici dans le domaine de la santé, mais si on faisait le tour des différents ministères et organismes du gouvernement du Québec, outre le fait que la loi d'accès s'applique dans tous les cas, il n'en reste pas moins que chaque ministère et organisme a une perspective et des lois différentes qui gèrent. Et vous savez que c'est chacun des ministères qui, à la fin, est responsable d'autoriser. Donc, pour chacun de ces ministères-là, il y a des règles du jeu différentes. Il y a certains ministères qui n'en ont à peu près pas, et d'autres, la santé par exemple, qui cadenassent, et je sais que ce n'est pas le choix de la santé, là, mais qui ont cadenassé au travers des années les mécanismes d'accès, compte tenu en particulier du caractère délicat des données. Et on sait que de la donnée de santé, ce n'est pas comme de la donnée sur le nombre trafic de véhicules automobile dans les villes. Exactement. Oui, voilà, c'est un exemple. Avec les villes intelligentes, voilà. Madame Obadia, c'est exactement ce qui vous dérange dans le mode actuel, cette difficulté d'accéder aux données de santé détenues par la RAMQ, par exemple.
Bien, effectivement, qui me dérange, c'est un enjeu qu'on rencontre. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait une distinction qui soit faite entre les participants ou les personnes qui ont consenti à ce qu'on accède à ces données et ceux qui n'y ont pas consenti. On applique le même régime actuellement pour les deux, donc je pense qu'il y aurait un bénéfice à faire une distinction. Voilà. Cela dit, qui tout à l'heure mentionnait qu'on devrait peut-être redéfinir la notion même de renseignement personnel. Maître Ayotte, c'est vous? Parce qu'on est en train de, comme avec toutes les possibilités de réidentification et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire maintenant des renseignements personnels? Voulez-vous élaborer un petit peu? Dans quel sens on pourrait redéfinir dans une vision plus évolutive, justement, parce que les choses changent si rapidement? Eh bien, quand je dis que la définition n'est pas adaptée, en fait, c'est que, un peu comme les collègues ici le décrivent, les données, elles sont personnelles ou elles ne le sont pas. Il n'y a rien entre les deux. Donc, quand on entend, par exemple, puis je comprends très bien le vocabulaire de dire que la santé a dû cadenasser ces données, mais en fait, la santé, en ce moment, elle a deux options. Venir à la conclusion, puis c'est le cas, que ces fichiers contiennent des renseignements personnels, ou sinon, si elle vient à la conclusion qu'ils n'en contiennent pas, bien, si quelqu'un fait une demande d'accès sur le fichier, il va l'obtenir. Dans le contexte dont on parle en ce moment, la dernière chose qu'on voudrait, je crois, c'est que parce qu'on voudrait assouplir des règles ou qu'on trouve que c'est difficile, mais sans avoir repensé les conséquences et bien camper les concepts et ce qu'on voudrait donner et pas donner, bien, c'est dangereux. Mais c'est vrai qu'il est rigide en ce moment, le concept de renseignement personnel, puis les règles qui viennent avec. Donc, il y a sûrement moyen de trouver des définitions ou d'ouvrir des portes à certains acteurs sans avoir pour conséquence, par exemple, qu'un fichier sera accessible à la population au complet parce qu'il ne contient pas de renseignements personnels. Il faut probablement moduler avec le type de données, bien, des accès différents, dépendamment des utilisations qui sont faites. Mais en quoi le numéro d'identité unique, ce que vous mentionniez tout à l'heure, pour aller dans ce sens-là? Bien, en fait, je trouve que le numéro l'identification unique, qui pourrait être faite, c'est qu'elle, comme on le sait tous, quand on veut mettre en commun de la donnée, bien, c'est avec des identifiants qu'on le fait. Puis, comme les ministères et organismes n'ont pas tous le même type de données clientèle, c'est pas ces données-là qu'on peut utiliser. Donc, c'est toujours les données d'identification qui sont utilisées, nom, prénom, date de naissance et compagnie. Donc, si on était capable de mettre en place au gouvernement une façon de faire qui fait que dans tous les ministères et organismes, je suis la même personne, en fait, le même numéro, bien, quand on aurait à en mettre en commun, que ce soit au bénéfice de l'État pour ses fonctions, ses besoins, ou pour préparer des fichiers pour envoyer à l'externe pour la recherche, bien, on aurait forcément moins de renseignements identificatoires à se transiger, utiliser ou mettre en circulation. Et ce serait quand même sécuritaire? Bien, il reste toujours l'enjeu il y a d'autres données, parce que le renseignement personnel n'est pas uniquement le renseignement d'identité. Tout à l'heure, quand ma collègue, Mme Obadia, disait la façon que c'est géré, on a les renseignements personnels d'un côté et les autres renseignements à côté. Bien, moi, déjà, avec respect, un renseignement personnel, c'est un amalgame. Quand on dit de l'autre côté, dépendamment de ce que c'est, ces données-là, ça peut être des renseignements personnels. Oui. Donc, moi, je pense que c'est difficile de les séparer. On peut parler de renseignements identificatoires, on peut essayer de parler de renseignements personnels sensibles ou moins sensibles, mais dans un fichier où il y a énormément de données sur un individu, particulièrement dans le domaine de la santé, ça arrive souvent que c'est un renseignement qui permet d'identifier quelqu'un, un fichier. Oui, ça existe ailleurs, cela dit. Alors, je reviens à l'exemple donné ce matin par M. Poisti, le modèle de la Finlande. On voit qu'en Finlande, récemment, c'est en mars dernier, je crois, on a modifié la loi pour aller vers vraiment l'opting out. Qu'est-ce que c'est la bonne traduction en français? Est-ce que vous le savez, M. Lafleur? L'opting out. Donc, c'est l'opting out. Bon, d'accord. C'est pas le droit de retrait. Un droit de retrait. Hein? Un droit de retrait. Le droit de retrait, c'est quand même équivalent. Alors, voilà, mais c'est un modèle qui a été adopté, mais après des années d'évolution dans une culture différente de la nôtre. Mais est-ce qu'on doit, nous-mêmes, comme société, parce que j'ai l'impression que le Québec est en retard en termes de numérisation, de cohérence, est-ce qu'on doit viser à moyen terme d'aller dans ce sens-là? Monsieur Lafleur. Bien, écoutez, la question de l'opting-out existe déjà au Québec. Il faut savoir que, par exemple, dans le dossier Santé Québec, qui est un dossier, à moins que vous ayez tous, que vous êtes dans la salle,
refusé d'y adhérer. Vous avez un dossier Santé Québec qui est consultable actuellement pour uniquement certains renseignements de santé par l'ensemble des professionnels de la santé que vous rencontrez. Et on a utilisé la formule de l'opting out dans le DSQ, ce qu'on appelle familièrement le DSQ. Et c'est une formule, l'opting out, qui est utilisée dans la majorité des pays que nous, on a consultés pour voir qu'est-ce qui s'était fait au niveau de la donnée. Évidemment, ça permet aux citoyens de dire, ben non, moi, je ne veux pas que mes données de santé, par exemple, et je parle de données santé parce qu'on n'a pas vérifié les autres types de données que possède un gouvernement. Donc, je ne veux pas qu'on concède ou qu'on donne mes renseignements de santé à autrui ou uniquement à la fin à laquelle j'ai consenti pour leur utilisation. Ce qu'on a vu encore un cran plus loin, dans certains pays où l'opting-out est beaucoup plus raffiné, où est-ce qu'un individu peut choisir dans son dossier santé à qui il donne accès à ses renseignements de santé. Si, par exemple, son voisin est un médecin, mais qui n'a pas de relation thérapeutique avec lui, qui n'est pas en relation, ce n'est pas son médecin à lui, mais pour éviter que le médecin, peut-être un peu curieux, ça pourrait être une infirmière aussi, remarquez, là, je ne vais pas viser particulièrement un médecin, mais particulièrement curieux, est fouillé dans son dossier, il pourrait aller en opting-out. Et ça va jusque-là actuellement. Donc, c'est une formule qui est de nature à rassurer le citoyen quant à l'utilisation de ces données et le citoyen qui ne veut pas adhérer n'y adhère pas. Actuellement, au DSQ, on a moins de 2 d'opting-out à travers le Québec. Vous me direz que ce n'est pas un dossier complet, c'est un dossier qui est sommaire, mais il y a moins de 2 et dans la majorité des pays où on a utilisé l'opting-out, habituellement, il y a moins de 10 des gens qui utilisent cette fonction-là. Donc, il y a une volonté de la part des citoyens en renseignement de santé de dire oui, j'embarque parce que c'est une cause, ça va mieux me servir en bout de ligne, ça va mieux servir le professionnel de la santé qui va me servir, et il n'y a pas personne qui ne veut pas contribuer à l'avancement de la connaissance et de la recherche. Oui, mais on a vu avec les résultats des recherches qu'on nous a démontrés, expliqués précédemment dans la plénière d'avant, que les citoyens voulaient quand même avoir leur mot à dire, être consultés, être informés, avoir éventuellement des rétroactions sur la recherche elle-même, et que ça n'aille pas profiter uniquement à l'entreprise privée. C'est un ensemble quand même de facteurs, là. Monsieur Le Boutillier? Vous avez volé mon punch. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir de la transparence par rapport aux patients. Et si on met l'acétate 3, vous allez voir, le patient est vraiment au centre du modèle de la plateforme de santé numérique et de découverte. Et le consentement est très important. Pour faire de l'intelligence artificielle, on a besoin de savoir à quoi le patient a consenti. Donc, le patient pourrait consentir à ce qu'on utilise, par exemple, sa donnée génomique, mais juste au niveau panel, donc juste au niveau de la mutation. Mais il pourrait aussi consentir, on peut utiliser tout mon génome. Donc, il peut avoir une granularité qui est très importante dans cette notion de consentement. Et ça, bien, il faut être capable de donner cette transparence-là. Il n'existe pas encore d'outils. InfoWay en fait, le Québec en fait. Donc, encore une fois, ça prend une coordination dans ce type d'outils-là pour être capable de donner un accès aux patients. On a les outils technologiques, on a ClickSecure au Québec, on a SecureKey au Canada. Donc, les gens commencent à être de plus en plus habitués d'aller sur des systèmes et d'interagir. Donc, si le patient a un bénéfice à faire quelque chose, bien, il va l'utiliser. Donc, ça, c'est une réflexion qui est très importante. Ouais. Donc, dans la plateforme qu'on met en place avec l'Institut de recherche Terry Fox, le patient est vraiment au centre. Au centre, voilà. C'est l'une des conditions. Monsieur Gams, ensuite, on ira sur les enjeux légaux. Là, j'ai hâte de vous entendre, Madame Poitras. Monsieur Gams, alors... Ouais, je rebondis juste sur les données génomiques, parce que pour moi, c'est un type de données où la personne fait un choix individuel, mais il a un impact sur... parce qu'à partir de mon génome et du génome de proches, on peut recréer le génome de mes parents, de mes enfants. Donc ça, c'est peut-être un exemple un peu différent des données médicales, où là, je pense que le choix de consentement peut avoir un impact sur le groupe et pas que sur la personne. Et en plus, les données génomiques, on peut commencer à faire du profilage racial, on peut commencer à prédire les maladies. Donc le risque de reconstruire des données d'autres personnes que moi peut avoir un impact important sur le groupe. Donc je pense que ce type de données-là, il faut faire très attention. D'autant plus qu'on a déjà, au-delà des projets comme Carthagène, on a déjà des entreprises comme 23andMe qui ont sûrement une grosse partie des données génomiques du Québec, peut-être même plus que ce qu'il y a dans Carthagène, mais peut-être un niveau de granularité moins fin. Et donc ça, c'est une compagnie privée qui ne va pas être tenue par les choix qu'on va faire pour réguler des institutions publiques. Donc je pense qu'il y a aussi un débat à avoir sur ce type de données et comment on les régule. Débat suppose information, suppose éducation du public. On semble en être loin
parce qu'on parle d'enjeux, de choses vraiment complexes, ne serait-ce que vous parliez de moderniser, et c'est pressant, le cadre légal qui visiblement n'est pas adapté à l'intelligence artificielle, en général au numérique. Alors comment, là aussi, est-ce qu'il y a des conditions à mettre en place? Comment on peut procéder? Évidemment, le gouvernement a déjà engagé des manœuvres, mais comment aller dans quel sens et de quelle façon pour avoir l'acceptabilité sociale également? Effectivement, il faut moderniser le cadre législatif. En ce moment, il y a une disposition... Approchez le micro, je pense, un peu de vous. Oui. Il y a une disposition dans la loi sur l'accès qui est quand même passablement laconique et qui ne fait pas de distinction. Il y a aussi, on a un ensemble, on a une mosaïque un peu de législation. Je pense qu'on y a fait allusion. Oui. Dans le domaine de la santé, il y a une loi plus spécifique pour Revenu Québec aussi. Ce qui fait que quand on essaie de déterminer quel est le cadre législatif pour l'accès aux données à des fins de recherche, on doit composer avec tout ce cadre-là, puis c'est parfois difficile de s'y retrouver. Il y a aussi toute la multiplication des paliers d'autorisation. Ça a été mentionné. On doit d'abord obtenir une autorisation du Comité d'éthique de la recherche, ensuite on vient à la Commission d'accès à l'information, et ultimement on va à l'organisme détenteur qui peut décider, malgré l'autorisation de la Commission, de donner ou non accès aux données ou d'imposer des modalités supplémentaires. Et à ça s'ajoute le guichet unique de l'Institut. Oui. Et en ce moment, en fait, j'ai trouvé une phrase intéressante dans la présentation du modèle finlandais, où on disait « Le cadre législatif traduit une vision de l'accès aux données de santé à des fins de recherche. » Et pour un peu, comme le souligne M. Lafleur, je pense qu'il faut qu'on ait d'abord un débat de société sur l'acceptabilité ou quel est le consensus, j'aime mieux le terme consensus, quel est le consensus social au Québec sur l'accès aux données de santé et autres à des fins de recherche. Et à partir de là, d'avoir un cadre spécifique, clair, qui tient compte des nouveaux enjeux de l'utilisation des technologies. Voilà, M. Lafleur, vous êtes d'accord? On procède comme ça? Parce que c'est comme la poule ou l'œuf, au fond. Hein? Est-ce qu'on essaie d'expliquer, d'avoir le débat social avant, de procéder à des changements, ou est-ce qu'on procède aux changements en faisant au fur et à mesure l'éducation populaire, si je puis dire? Je pense que c'est un peu des deux, sincèrement. Je pense qu'il faut amorcer des changements, puis actuellement, mes collègues gouvernementaux le savent très bien, il y a un alignement actuellement des astres qui nous permet d'envisager des premières étapes actuellement de ce changement-là. Mais le changement va venir avec un débat. C'est ce que je vous dis, il faut provoquer le débat, on le provoque par un changement et le changement va arriver également par le débat. Donc tout ça est intimement lié et dans l'ensemble des pays, puis je ne sais pas si la Finlande en a témoigné ce matin, mais dans l'ensemble des pays où on a fait ces changements-là, c'est souvent des débats qui ont lieu sur une dizaine d'années qui sont marqués de certains jalons qu'on atteint à chaque fois. Le changement radical du jour au lendemain, moi, je n'y crois pas. Je pense que pour la population, le consensus, comme dit Maître Poitras, sera absolument pas au rendez-vous. Mais si on y va, et je ne veux pas dire qu'on devrait y aller à dose homéopathique, mais on devrait faire des pas significatifs, mais des pas qui sont planifiés, qui sont expliqués et qui font en sorte que, quelque part, on dégage un consensus autour de ce qu'on fait actuellement. Une sorte d'étapisme? Oui, ça a déjà été à la mode dans une autre vie politique, mais oui, une sorte d'étapisme, effectivement, puis je pense que c'est probablement la meilleure façon, selon moi. Écoutez, on va quand même laisser la parole. Hein. C'est à vous maintenant aussi de poser des questions. On voulait mettre la table sur tout ça. Quels sont les enjeux, mais les solutions possibles? On vient d'en évoquer quelques-unes, mais j'ai envie de vous poser une dernière question. Qu'est-ce que le Québec, qu'est-ce que la société québécoise va perdre si on ne bouge pas rapidement sur ces questions-là? Sur l'accès aux données, sur la protection des renseignements, sur cette nécessité d'arriver à un équilibre correct entre les deux. Monsieur Leboutillier. Je vais vous donner un exemple très clair et très simple, je pense, à comprendre. Lorsqu'un modèle d'intelligence artificielle est entraîné sur des données particulières, donc sur une population d'intérêt, ce modèle va bien performer sur cette population d'intérêt. Donc, si on n'est pas capable d'utiliser nos données, bien, les grandes pharma, les équipementiers vont développer leur technologie sur d'autres données. On va les acheter, parce que c'est ça la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aussi bien performer dans notre population. Donc, c'est important de faire partie de ce dialogue-là puis de s'assurer qu'on a une voix au chapitre. Et une des façons de le faire en intelligence artificielle, puis c'est ce qu'on voit un peu dans tous les bons films de science-fiction,
chaque hôpital au Québec, des fois, on a 3 millions de données dans un hôpital. C'est impossible pour un clinicien-chercheur de regarder ces 3 millions de données-là. Lorsqu'on fait une étude multicentrique où il y a 3-4 hôpitaux d'impliqués, on ne peut pas regarder toutes les données. Donc, on met l'intelligence artificielle entre la personne qui veut les consulter et les données. Donc, l'intelligence artificielle va regarder ces données-là et en tirer un apprentissage, en tirer des insights qui vont pouvoir faire avancer la recherche. Donc, ça, c'est une façon aussi d'utiliser l'intelligence artificielle comme pare-feu aux données. Voilà. Je vous pose la même question. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Pourquoi faudrait-il assez rapidement s'entendre sur une façon de procéder? Je ne sais pas. Oui? Madame Caris, Monsieur Gams? Allez-y, vous avez le micro devant vous, là. Peut-être 2 points. Ah, Madame Caris, allez-y. D'abord, sur la question de est-ce qu'on attend et on contemple ou est-ce qu'on avance? Je pense qu'il faut se rendre compte que... Rapprochez le micro encore plus. J'ai l'impression qu'on vous entend peut-être moins bien dans le fond de la salle. L'évolution actuelle, depuis quelques années, l'évolution du domaine de la donnée en général se fait à une vitesse extrêmement rapide. Toute la question de la recherche est liée à ça. Je pense que oui, on peut se donner des forums, oui, on peut en discuter, mais je pense qu'il faut commencer à agir dès à présent. Quitte à s'ajuster. De toute façon, il faut comprendre que à la vitesse à laquelle ça va, il n'y a pas de mécanisme qui va pouvoir être stable et qu'on puisse dire, comme on l'a fait pendant 40 ans, voici, c'est ça. Ça n'existe plus. L'autre point qui va être extrêmement important, on en a parlé un peu tantôt, la présentation du docteur Jolicoeur, moi, m'a fait sourire parce que le docteur Jolicoeur, il y a 2 ans, il a fait une présentation. Oui. Qui était beaucoup moins nuancée que la dernière. Il plaidait pour une ouverture vraiment très large aux chercheurs. C'était « fuck le citoyen, moi le patient, c'est ça ». C'était pas exactement ces termes, quand même. C'était pas ces termes, mais ça s'approchait de ça. Toujours est-il que il y a une perspective beaucoup plus nuancée et je pense qu'il témoigne bien de l'évolution qui a déjà lieu. L'autre chose, puis après donc, ça, j'arrête là-dessus. Donc, une là-dessus. grande sensibilité aux besoins. L'éducation des gens. De protection des renseignements. À chaque fois que j'entends la publicité de Ancestry, puis que j'ai des gens qui me disent « Hey, j'ai payé, j'ai envoyé mon ADN, ils vont me dire d'où je viens. » Je dis plus rien parce que je serais pas gentille. Fait qu'il y a tout ça aussi à prendre en considération sur l'évolution qu'on veut, vers quoi on veut aller. Oui, il y a une extrême importance d'avoir des discussions là-dessus, mais il faut avancer parce qu'ailleurs, on avance, la recherche avance ailleurs. Puis si on ne se réveille pas à temps, nos données vont servir à des chercheurs ailleurs dans le monde qui, eux, ne nous donneront pas un retour sur l'investissement de notre richesse que sont nos données. Oui, parce qu'il y a là une valeur économique, là. M. Lefleur nous a fait allusion. M. Gams, oui. Donc moi, il faut avancer, mais il faut toujours se rendre compte que je pense qu'il faut quand même avoir un principe de précaution. Si on perd les données des personnes, ça a un impact direct sur leur vie privée, mais donc sur leur liberté numérique. Il peut y avoir des usages qui sont faits de ces données, qui vont avoir un impact sur leur prix de l'assurance médicaments, sur le fait que quand ils vont appliquer à une banque ou envoyer leur CV par un algorithme de recrutement prédictif qui va être analysé, ça peut avoir un impact sur eux. Donc il faut être conscient que je pense que la précaution doit être quand même de rigueur parce que c'est un impact direct sur les libertés numériques et sur le fait de pouvoir se développer de façon autonome sans être influencé par de la publicité ou par d'autres choses. Donc, et au-delà de réguler les données publiques, je pense qu'il y a aussi le fait de remettre la législation par rapport aux entreprises privées qui est important. Par exemple, est-ce que l'appli qui connecte mes données de santé pour mon cycle de menstruation, c'est normal qu'il n'ait pas de cadre législatif sur l'usage qu'il peut faire de ces données-là. Donc c'est vraiment important, je pense, de moderniser la loi québécoise et la loi canadienne. Et je pense, de ce que j'entends souvent, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans la direction du RGPD aussi. Alors je ne sais pas quand ça va... Général, je me retourne vers Diane pour savoir quel est l'agenda politique, ou vers Monsieur le ministre pour savoir quel est l'agenda politique de la mise à niveau de la législation. Pas encore. Pas encore, pas encore. Juste pour la salle, je ne suis pas ministre. C'est très important. Écoutez, j'écoute l'ensemble des participants depuis le départ. Vous savez, lorsque je
je parle et je nous propose d'initier un débat public sur la question. Et je suis d'accord avec ma collègue Patricia sur le fait qu'on ne doit pas attendre que les choses se passent, on ne doit pas être en mode contemplatif, on doit être davantage en mode proactif. Ce que j'entends, c'est de quelle façon, au niveau de la population, de la société, du citoyen, on est capable d'atteindre ce fragile équilibre entre l'accès aux données et la protection des renseignements personnels et la sécurité de ces renseignements-là. Et je pense que tout le débat est là. Où tire-t-on la ligne de ce fragile équilibre-là qui va faire en sorte qu'à la fois, on va accepter de partager nos données de santé, et moi je parle de données de santé essentiellement, oui. Là je ne parle pas d'autres données, donc nos données de santé, nos renseignements de santé, et qu'à la fois on aura cet environnement-là favorable à leur protection, notamment de mes renseignements, et à la sécurité pour éviter ce qui s'est passé au cours de l'été, qui ne sera jamais évitable à 100%. Il n'y a pas de système qui est sécuritaire à 100%, mais de tendre vers une sécurité qui est la plus optimale possible. C'est la question, je pense, centrale de l'ensemble de ce débat-là. Quant à la présence du privé dans les données de santé, je vous dirais simplement que je n'ai rien contre le privé, mais je suis davantage tourné vers le public, là où j'ai travaillé toute ma vie. Merci, M. Lafleur. Alors, voulez-vous ajouter quelque chose? Je pense que les lois vont changer, devront changer à l'intérieur d'une vision gouvernementale, mais je pense que la bonne foi est là. La commission d'accès, entre autres, est tout à fait prête à modifier parce que la loi soit modifiée. C'est une loi quand même de 84 là, qui a un certain âge, hein, quand même. Oui, je pense que c'est la ministre responsable de ces lois-là a annoncé publiquement une réforme de la législation en matière de protection des renseignements personnels. Alors, on peut avoir espoir qu'il y a une loi plus moderne, ou deux lois, en fait, plus modernes, qui pourront être... Et j'espère que la question de l'accès aux données de recherche pourra être incluse dans cette réforme, même si on continue une réflexion à ce sujet-là. Oui. Voilà. Est-ce que des gens parmi vous, écoutez, je sais qu'on s'en va vers la fin de la journée, je monopolise la parole, mais j'aimerais vraiment que certains d'entre vous se sentent libres et intéressés à venir interroger tous ces gens. Mais il faut vous approcher des micros. Je vous en prie, allez-y. Oui, oui. Vous vous identifiez, bien sûr, c'est la règle. Vous y allez d'un commentaire ou d'une question à l'un ou l'autre des panélistes. Madame. En fait, ce n'est pas tout à fait une question. Je ne suis pas trop préparée pour ça. C'est juste qu'en écoutant, j'ai comme une peur, OK? Pour les données personnelles et tout ça. C'est le temps de l'exprimer. Donc, c'est Philomena Calabrese. Je travaille à la DARS, la Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux. On parle de opting out, tandis que moi, je pense que ça devrait être plutôt opting in pour que la personne soit vraiment consciente. Elle a fait un choix conscient et non pas que « oh, je n'étais pas au courant ». Parce que je suis presque certaine qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, qui peuvent faire du opting out. Après ça, on parle de richesse ou patrimoine ou quoi que ce soit. Mais ces données appartiennent à la personne et non pas au Québec. Ah! Deux commentaires qui soulèvent des réactions, je pense. D'abord, est-ce que le opting in serait plus éthique et plus démocratique même que le opting out? Qu'est-ce que vous en pensez, en soi, là, pour un régime? Je ne sais pas, Mme Poitras, M. Grams, ensuite. C'est sûr qu'à part l'exemple du dossier Santé Québec qu'a évoqué M. Lafleur, pour l'instant, on pense plus à un consentement libre, éclairé, spécifique, etc. Donc, c'est vraiment un opting in. C'est sûr que je pense que les nouvelles technologies nous offrent une occasion de mieux gérer. Souvent, dans le passé, avant, on disait ouais, c'est dur de gérer le consentement pour tout un nombre incalculable d'individus, ou même de gérer la granularité, pour reprendre les termes de M. Leboutillier, de certains aspects du consentement. La technologie nous permet de faire ça. Alors, c'est sûr que c'est une voie fort intéressante, en tout cas aux yeux de la Commission, de dire... Pourquoi s'en priver, c'est ce que vous dites. Oui. Oui. Puis, si je peux me permettre... Compléter, Maître Ayotte, oui. En fait, c'est ça, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue que la protection de la vie privée, c'est important. C'est enchâssé dans les chartes. Puis, le principe d'accès à un renseignement personnel, à sa base même, c'est de dire, si je peux l'obtenir, le consentement de la personne, c'est ce que je dois faire. Ce sont des informations qui la concernent. Ça, comme vous le dites, on ne fera
peut-être pas le débat de ça lui appartient ou pas. Une fois qu'elles ont été données au gouvernement ou à un établissement de santé, il y a toutes sortes d'enjeux égard à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça la concerne. Puis, comme je vous dis, le principe de base, c'est ça. Deux petites choses que je veux mentionner. Je veux faire du pouce sur ce que Maître Poitras a dit. Dans ce contexte-là, c'est vrai que des fois, c'est difficile, même impossible d'obtenir des consentements. Puis c'est notre réalité, nous, là, dans les ministères organismes, en tout cas, ce qu'on rencontre, puis ce sur quoi on a des avis juridiques à donner dans mon cas, c'est de l'accès sans consentement sur des fichiers d'une certaine grandeur. Des données massives. Des données massives, des fois pas au point d'être massif, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des fichiers qui concernent beaucoup d'individus. Comme le dit Maître Poitras, on se transforme, on est en modernisation, donc les systèmes peuvent être développés maintenant de manière à suivre la donnée. Comme notre collègue nous l'a dit tout à l'heure, c'est facile maintenant de développer des systèmes en sachant du point A au point B où ils ont été... La traçabilité. La traçabilité. Donc, de ce côté-là, en principe, plus on va se moderniser, transformer nos systèmes, bien, plus on va être en mesure de demander des consentements. Peut-être pas dans tous les cas, mais des cas où là, on le fait sans consentement, bien, peut-être que dans quelques années, on va dire non, non, on est capable d'aller chercher un consentement. L'autre petite chose aussi, puis c'est peut-être pour vous rassurer, M. Lafleur a tout à fait raison dans son exemple d'opting out, mais je tiens quand même à préciser que le DSQ, ce n'est pas des données qui s'en vont vers la recherche ou vers un tiers. Ce sont des informations qui s'en vont au médecin nécessaires à la prestation du soin. Donc, on est quand même dans un univers où ça s'en va vers le professionnel qui le nécessite dans l'exercice de ses fonctions. Très limitées, là. Voilà. Oui. Monsieur Gall, vous avez demandé la parole, puis Monsieur Leboutillier ensuite. Moi, j'avoue que, tout à l'heure, Alexandre parlait des principes de vie privée. Souvent, ce qu'on veut aussi, c'est de la vie privée par défaut, ce qui inclut une protection forte, à moins que l'usager fasse la demande de donner plus de données. Donc, je suis plus pour l'opting en général. Effectivement, le cas des données médicales et des données de santé par rapport à l'accès aux praticiens de santé, c'est peut-être un cas qui est différent, mais en général, c'est une protection plus forte de donner la possibilité d'avoir une protection par défaut qui est haute au niveau des renseignements personnels, mais de permettre à l'individu, après avoir eu un choix, une explication, de faire un choix éclairé sur le oui ou non. Donc en général, je pense que c'est une meilleure chose, mais c'est peut-être mon biais étant français à la base. C'est vraiment le modèle en Europe, le opting-in est vraiment je dirais la norme. Sauf en Finlande et peut-être ailleurs. Encore, c'est récent, c'est pas... Oui, c'est très récent. C'est très récent, ce changement. Voilà. Monsieur Leboutillier? On parle beaucoup de valorisation des données. C'est un terme, à mon avis, qu'on ne devrait pas utiliser. Puis je vais vous donner cette analogie. Pourquoi? Ça fait trop mercantile, Non, justement? je vais vous donner cette analogie. Au Québec, on était très bon pour valoriser nos richesses naturelles. Donc, on a vendu à 10 cents la tonne notre aluminium. On a donné l'électricité. Ça a créé des emplois temporaires, puis après, ça a laissé des trous. Donc, il ne faut pas valoriser la donnée, il faut valoriser la découverte. Et je pense que c'est là où on peut avoir un déclic dans l'esprit populationnel, où on dit, c'est pas important que M. X a eu le cancer. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on ne peut pas trouver pourquoi le cancer apparaît. Donc, c'est ces insights-là qu'on peut trouver sur la base de la donnée, et on peut vraiment décorréler la donnée individuelle d'une découverte. Donc, de valoriser la donnée, à mon avis, c'est quelque chose... Oui, si on dit on veut bien les structurer, ça c'est correct, mais il y a des sociétés qui vont vendre la donnée. Ça, c'est non éthique, mais en plus, on touche le plus bas dénominateur commun de la valeur qu'on peut en tirer. Si on en fait une découverte, bien là, ça vaut beaucoup plus cher. On se rapproche de la notion du bien commun. Exactement. Mais est-ce que pour le bien, les gens qui invoquent le bien commun, à la limite, au-delà de l'autonomie des personnes, là, comme principe, je pense, souvent imagine que la propriété, vous avez posé la question à qui appartiennent les données, pour vous, elles appartiennent aux individus, mais j'imagine qu'on peut aussi défendre qu'elles sont aussi une propriété collective, en un sens. Est-ce que je me trompe dans la mesure où des fonds publics sont... Non? On est toujours dans la donnée la donnée, la donnée, elle appartient au patient. Il y a un curateur de cette donnée-là qui est l'Institut, qui peut être l'hôpital. Oui. Et il faut donner les outils à l'hôpital pour être capable de mieux soigner. Puis ça, c'est la mission première de l'hôpital. Donc, si elle peut travailler avec des outils sur ces données-là pour mieux soigner, ça ne viole pas le concept de propriété de la donnée, parce qu'on n'a pas vendu la donnée, et même la donnée n'est pas obligée de sortir de l'hôpital. C'est ça. Mais par ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas évoquer les intérêts collectifs versus les intérêts individuels? C'est comme une dichotomie qu'on voit sur plein d'autres dossiers, là. Politique, entre autres. Oui, écoutez, parfait. Ça va, madame? On va s'arrêter là. Si vous le permettez, on va entendre madame au micro de droite. Allez-y. Oui, bien sûr.
En fait, moi, on parle beaucoup du concept opting in. Approchez-vous du micro, on ne vous entend pas ici. Oui, je suis peut-être plus grande. Oui. Pardon. Oui, on parle beaucoup du concept opting in, opting out. Moi, ma question plus personnelle là-dedans, c'est l'utilisation. Comment dire? J'ai une facilité, moi, en tant qu'individu, d'aller sur les technologies. On parle justement de l'utilisation des technologies. Mais je pense à des personnes qui ont de la difficulté avec ces technologies-là. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu... défavorisés? Exactement, dans cette approche, parce que je pense à ma mère, simplement, on parle de click secure. Oui, pour moi, c'est super simple. Pour certaines personnes, c'est super simple. Mais pour d'autres, est-ce qu'ils ne sont pas justement défavorisés ou l'accès, on parle un petit peu de l'accès des technologies, etc. Oui, éventuellement, je pense que c'est un problème qui va se régler, mais en ce moment, j'ai comme une petite peur là-dessus que moi, j'ai de la facilité plus à opting out in, puis quelqu'un d'autre, comme ma mère, puisse pas avoir ce choix qui est facilement ou qui a besoin d'assistance ou qui a besoin d'un encadrement. Alors, en termes d'équité ou de justice, est-ce qu'on ne va pas accroître des inégalités sociales si on va vers un système plutôt que l'autre? Je comprends bien. Exactement, c'est ça. Est-ce que, M. Gams? Je peux répondre. Enfin, le principe de l'opting-in, c'est justement que par défaut, tu as une protection haute. Et donc, même si pour des raisons... Enfin, pour une raison ou une autre, tu n'as pas le choix d'aller faire ton choix, enfin, tu ne peux pas faire ton choix, on t'assure d'avoir une protection haute dès le départ. Si on est sur un opting-out, là, ça veut dire que ta protection en termes de vie privée va être basse dès le départ. Et donc, si tu n'as pas la possibilité d'aller faire ce choix ou de t'exprimer, tu vas être moins bien protégé. Donc, c'est pour ça que je pense que dans ce cas-là, le opting-in est une meilleure initiative en termes d'assurer une protection de base par défaut qui serait la bonne. Oui, mais même le in, peut-être qu'elle veut participer. Okay. Dans ce cas-là, je pense que c'est toute la question. C'est à deux tranchants. Il y a la question de la fracture numérique qui a été évoquée dans plusieurs ateliers, qui est effectivement quelque chose à... Mais si vous me le permettez aussi, peut-être, parce qu'on parle de technologie, puis de système, puis d'aller, comme l'exemple que je disais tout à l'heure, de dire qu'on serait capable d'identifier les gens, puis d'aller chercher un consentement, il ne faut pas penser que ça serait nécessairement de façon électronique que je ferais mon opting-in ou mon opting-out. Les technologies me permettent de savoir à qui je dois m'adresser, puis peut-être de faire des envois. Mais le gouvernement a quand même des responsabilités de donner des choix à la population. Puis l'élément que vous mentionnez, madame, il est considéré dans les choix de politique. Je ne tomberai pas dans vous nommer les articles de loi qui leur donnent ces obligations-là. Mais quand le gouvernement met en place des programmes ou des façons de faire, ils doivent être accessibles, oui, à ceux qui sont visés, mais on se soucie. Exactement. Donc, si je repense, par exemple, justement aux fameux opting-out du DSQ, je veux dire, la publicité a été faite à la télé, par la poste, et après ça, on pouvait appeler pour se sortir du problème, puis c'est sûrement encore comme ça. Donc, il ne faut pas mélanger les possibilités versus, après ça, les moyens qu'on va mettre en place pour que le citoyen, dans le fond, exécute ou bénéficie de ce dont on parle. Parfait. Merci, Maître Ayotte. Sur cette question-là, ça va? Bien, si j'étais pour ajouter ce que Maître Ayotte vient d'ajouter, parce qu'on a vécu la même expérience, tout simplement. Ça fait partie des obligations de l'État que de tenir compte des degrés de littératie de la population. Exactement. Je pense que ça c'est vraiment... de la diversité de la population. C'est ça. Oui. L'État doit en tenir compte constamment dans l'ensemble de ses actions. Et je veux juste préciser une chose, ce que je disais tantôt, je ne vous dis pas que je suis pour l'opting-out ou l'opting-in. Ce que je vous donnais, c'est des exemples à travers le monde de choses qui se sont passées généralement par l'opting-out. D'accord? Mais ce que dit Naomi, entre autres, Maître Ayotte, excusez, on se connaît un petit peu, ce que dit Naomi, c'était davantage de dire que quand c'est accompagné aussi d'une campagne de publicité, quand on a toute l'information pour le citoyen, l'opting-out devient une façon très, très claire, un consentement très éclairé à partir de ce moment-là également, parce que le citoyen a eu accès à toute l'information avant de prendre une décision. Merci. Madame, s'il vous plaît. Bonjour, Mary Hurtul du CUSM. Je voulais remercier le comité organisateur d'avoir réussi à avoir autant de gens qui connaissent le dossier en panel. Je trouve ça fantastique. Et je voulais prendre le micro juste pour se rappeler de ce que Marc-Antoine Dillac a dit ce matin, l'importance de la pluralité, et qu'on a vécu un cas cet hiver dans les hôpitaux pédiatriques qui nous a rappelé à la fois l'importance de la protection de la vie privée, mais qui a aussi d'autres valeurs. C'est une anecdote qui prend de vraie vie.
Il y a le Children's Oncology Group du NIH qui traite beaucoup d'enfants qui ont des cancers difficilement traitables. Et ils ont eu un bris de confidentialité qui a affecté 25 000 enfants au monde où les données nominatives étaient disponibles avec une simple recherche par Google. Ils ont rectifié, informé les hôpitaux et les médecins traitants se sont fait dire « Rappelez tous ces enfants qui ont été dans ces essais cliniques ». La réaction des parents, et c'est dommage qu'on n'en ait pas sur la table aujourd'hui, était « Docteur, c'est pas grave, je pensais que vous veniez me dire que mon enfant allait mal. Je suis contente de savoir qu'il y a eu le bris, mais mon enfant, il est correct, il est encore dans l'essai clinique. » Alors, il y a d'autres valeurs que la vie privée qui est très importante, mais dans certains cas, on parle de patients et on parle ils veulent avoir une chance à survivre à leur maladie. Je voulais juste qu'on s'en rappelle. Merci, merci, Madame Croteau. Merci. Réaction là-dessus ou non? Ça va? Alors, oui, une dernière question, je pense. Voilà. Oui, en fait, moi, j'aimerais juste soulever une chose qui est importante. Madame Ringuet. Oui. Louise Ringuet, de la Commission d'accès à l'information en congé sans solde pour études à l'École de santé publique. On va connaître votre vie privée, là. Ça continue. Oui, effectivement. Non, en fait, moi, je voudrais juste surfer sur l'ensemble de ce qui a été dit puis rappeler des choses importantes. C'est qu'on a affaire ici vraiment à un complexe multiniveau. Puis, je pense pas que c'est juste en réglant, par exemple, la loi ou en réglant telle chose ou telle chose. Parce que je vais vous donner quelques exemples de ce qui a été dit, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. D'abord, la définition de renseignement personnel. Quand on va voir notre médecin, on nous dit que nos renseignements sont confidentiels. Fait que le médecin ne peut même pas parler de nous dans l'ascenseur parce que c'est des renseignements confidentiels. Par contre, ces renseignements-là, quand ils se retrouvent dans un dossier de santé électronique ou qu'ils se retrouvent dans les bases médico-administratives, bien là, on peut s'en servir, puis s'ils sont dépersonnalisés ou anonymisés, on dit qu'ils sont plus personnels. Fait qu'il y a un clash entre ce qui est confidentiel, puis tout d'un coup, qui ne l'est plus du tout. Ownership, maintenant, à qui appartiennent les données? Les données que moi, je communique, en théorie, c'est mes données. C'est moi qui m'ouvre le cœur et qui dit qu'est-ce que j'ai comme maladie. Le médecin en prend note, puis après ça, il envoie une facture à la RAMQ. Mais là, dans le ownership qu'on appelle à qui appartiennent les données, bien, là aussi, on est dans un multiniveau. Il y en a qui appartiennent aux patients, il y en a qui appartiennent aux médecins, puis il y en a qui appartiennent à l'État. Donc, on est un multiniveau qui se règle peut-être pas juste par un article de loi. Ensuite, les études populationnelles, opting in, opting out. D'abord, il faudrait bien faire attention de séparer ce qui est un opting in, out pour les soins et pour la recherche, parce que c'est deux mondes. Et aussi, c'est ça, c'est que dans des études populationnelles, si moi j'ai dit opting out, parce que je ne veux pas être dans le système, mais là, on a un problème, parce que qui va se retrouver dans nos études populationnelles, même avec le IA, c'est juste les personnes qui ont dit « je veux ». Et si le « je veux », c'est 50 % de la population, ça veut dire qu'il y a un 50 % de la population qui ne fera jamais partie des algorithmes. Donc, quand on va les traiter, on ne tiendra peut-être pas compte de ce qu'ils sont. On crée un biais, là. On crée un gros biais. Fait que je pense que quand je dis multiniveau, là, on a tous ces niveaux-là à tenir en compte dans notre façon de faire, autant dans le droit individuel que dans le droit bien commun. Je pense qu'il faut tenir compte de toutes ces affaires-là. Bon, alors, beaucoup de travail en perspective pour l'État, entre autres, tous les gens autour de nous. Madame Obadia? Oui, juste pour terminer, j'ai entendu ce que Louise disait. Effectivement, vous savez, on peut trouver des problèmes et des obstacles jusqu'à demain matin. Moi, je suis avocate de formation, j'ai été formée pour ça. Mais il faut aussi se rappeler, quel est le but ultime qu'on essaye d'atteindre. Il faut se rappeler aussi que le risque zéro n'existe pas. Donc, je pense que, je réitère ce que M. Lafleur disait, c'est très important d'éduquer la population, d'informer et aussi de commencer à avoir un dialogue sur le bien collectif. Est-ce qu'on va créer un bunker et laisser toutes ces données enfermées ou est-ce qu'on va tenter de trouver ensemble des moyens de les protéger, de protéger la population tout en permettant d'utiliser ces données pour améliorer notre système de santé. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue quel est le but ultime aussi. Merci, Madame Obadia. Alors, est-ce que l'un d'entre vous aimerait y aller d'une conclusion brève également? Il n'y a pas de solution facile, il y a plusieurs solutions, plusieurs niveaux de problèmes, on l'a vu, on parle de choses très complexes. Monsieur Le Boutillier?
C'est pas une conclusion, c'est peut-être juste une observation. Souvent, on a l'impression que l'intelligence artificielle va fabriquer des solutions, des produits, et on voit ça souvent comme une finalité. C'est vrai, mais on peut aussi voir l'intelligence artificielle comme des outils qui pourraient même aider les éthiciens à mieux évaluer plus rapidement les dossiers et à prédire les impacts de certaines décisions. Donc, ça peut servir d'outil à plusieurs étapes de la recherche, à plusieurs niveaux administratifs. Donc, je pense qu'il y a l'opportunité et les problèmes qui en découlent. Bien, il y a aussi une solution qui est apportée par ces techniques d'intelligence artificielle. Voilà, avec toutes les précautions qui s'imposent. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment à vous sept, au nom de tous ces gens dans la salle, au nom des participants. Merci également à vous